Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce ZCL du mardi 3 mai. Nous recevrons aujourd'hui DJ Mike et DJ Flag qui viennent donc nous parler des soirées Rétrocitol. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On se voit juste après, puis on va recevoir Rosan Rosduel, le président de la commission sport et jeunesse au conseil départemental, qui vient nous présenter donc le tournoi international de football U15. Et nous finirons donc ce ZCL avec Lisette Malidor, l'invitée d'honneur de la 5e édition du Cap Excellence en théâtre. Mais avant donc de recevoir nos invités du jour, voilà les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Mobilisation du côté de la banque LCL. Selon l'intersyndicale CGTG-CFTC, la direction ignore les syndicats qui ont obtenu donc la majorité aux dernières élections du comité d'établissement. Ils se sont mobilisés aujourd'hui à Grand-Camp. Et la foire de Paris se poursuit jusqu'à dimanche, porte de Versailles. Plus de 500 000 visiteurs sont attendus et parmi les 1800 exposants, on compte bien sûr les représentants de la Guadeloupe. Une arme thérapeutique supplémentaire en Guadeloupe, l'imagerie interventionnelle, une technique novatrice qui nous a été donc dévoilée ce matin au CHU de Pointe-à-Pitre. Nous verrons ensemble les détails de cette opération durant le développement du journal. Mais tout de suite donc, on revient donc à nos deux invités de ce midi 30 au ZCL. Donc bonjour DJ Mike, bonjour. DJ Mike et DJ Flag. Bonjour. Voilà, et donc vous venez donc nous présenter votre concept Rétrocitol. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, bonjour à tous. Déjà, c'est un concept qu'on a monté précisément le 10 juillet 2009, parce que nous sommes basés à Paris, déjà. Et à partir une fois qu'on a eu la date, on a décidé de monter un concept qui retrace musicalement tous les tubes des années 80-90 jusqu'à 2000. On va dire nous sommes restés dans la période du XXe siècle, surtout ça. Et le but, c'est de proposer une programmation musicale avec une base déjà de la musique de chez nous, qui est le zouk. Ensuite, développer autour de la musique caribéenne, tout ce qui est compas, tout ce qui est salsa, enfin toutes les musiques qui nous ont bercés. On peut aussi partir sur des musiques funk, de variété française, enfin un peu de tout. La musique de chez nous aussi, le gros cas. Le but, c'est de rester dans cette période musicale afin de, on va dire, le but, c'est de conserver un peu un patrimoine musical riche des gens qui nous ont influencés surtout. Et pourquoi Rétrocitol ? C'est la contraction en fait le nom m'est venu bêtement, c'est la contraction du mot rétro. Je sais qu'il y a ceux qui n'aiment pas parce qu'il y a un long débat, je suis souvent contacté par rapport à ça. Rétro, c'est pour plus définir une période, on va dire, qui englobe le XXe siècle, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas le XXIe siècle, 2001, etc. Et Citol parce que je me suis inspiré en fait du titre du groupe Chic Taille, elle appelait Citol, et j'ai fait la contraction tout bêtement. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, voilà, parce que on a remarqué le fait d'être sur le terrain en tant que DJ, on remarque l'impact de ce titre, et ce titre est vraiment dans le patrimoine vraiment antillais, on va dire, quelles que soient les îles. C'est vraiment un titre incontournable. Et comment se sont déroulées donc les premières soirées Rétrocitol ? Très bien, elles se sont très bien déroulées, dans la mesure où nous avons la chance jusqu'à aujourd'hui d'être sur une ligne de progression, c'est-à-dire on a commencé petit, et petit à petit aujourd'hui, on arrive à toucher entre 1800 et 2000 personnes par soirée à Paris. Comme toute génération confondue. Toute génération confondue, justement, c'est ce qui est intéressant sur le concept Rétrocitol, c'est-à-dire que lorsqu'on l'a créé, on en parlait avec DJ Flag, on s'est complètement planté. Hein. On pensait qu'on allait toucher des gens de 30 et plus. On s'est rendu compte qu'il y a une génération de 20, entre 20 et 25 ans, qui viennent pour ça, parce qu'ils ont grandi avec cette musique, avec les parents, avec les grands frères, les grandes sœurs, dans les fêtes familiales. Donc, ils connaissent sur le bout des doigts le répertoire de la musique antillaise. Okay. Et justement, vous tous les deux qui êtes dans le domaine musical, quel est votre avis sur l'évolution du zouk ? Oula, sujet épineux là. C'est un sujet très épineux nous concernant. On va pas mentir, très très épineux. Parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe.
Et lorsqu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, on analyse beaucoup la réaction du public. Comme nous sommes sur le terrain tous les week-ends, en plus on voyage. Donc on voit qu'il y a un changement. Je sais pas s'il est négatif, mais en tout cas il y a un changement. Parce que les gens ils n'ont pas la même approche avec le zouk qu'ils avaient justement sur la période que nous défendons. Donc, Et pour vous? Je vais rejoindre DJ Mike, mais on dirait qu'il n'y aura pas assez d'influence sur la musique zouk actuelle et surtout la touche R&B en fait qui dérange. Ouais, la petite touche R&B. Ouais, elle dérange énormément. Alors qu'avant, quand vous regardez le zouk rétro, on avait différents styles musicaux qui venaient s'y prêter. Et donc on avait les musiciens qui étaient inspirés de tous les styles musicaux. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne s'y retrouve pas. Ça vit beaucoup moins en fait. Et on le ressent justement, comme disait DJ Mike, au niveau des soirées, c'est-à-dire qu'on sent les changements d'attitude, parce qu'on sent que sur le rétro, si on est amené à faire une séquence zouk rétro, on va sentir que la musique vit. Et ce groove qu'on arrive à retrouver sur cette période-là, on le retrouve beaucoup moins, voire quasiment pas sur ce qui se fait aujourd'hui. Et ça se ressent au niveau de la demande, c'est que vous avez peut-être plus de demandes de rétro que de nouvelle génération. C'est pas que la demande, c'est-à-dire comme je parlais, nous sommes sur le terrain, c'est-à-dire qu'on voit l'attitude des gens lorsqu'on met un titre de cette période et par rapport au titre, au nouveau titre. On voit la différence. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, parce qu'on est en train de parler, c'est pas assez concret ce qu'on dit, mais on va être un peu plus concret sur le sujet. C'est-à-dire que les titres qui ont été composés dans les années 80-90, déjà allaient plus vite, au niveau de la vitesse. C'est ce qu'on appelle techniquement le BPM, le battement par minute. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites... C'est lent, mais à l'époque, c'était... D'accord. La vitesse du morceau déjà changé énormément. Donc les morceaux ont été ralentis après cette période justement 2001 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'on se rend compte de l'impact lorsqu'on mixe. Je vous donne un exemple qui est très simple. Lorsque vous avez par exemple un groupe de femmes qui arrivent dans une soirée, on diffuse justement le zouk des années 80-90, elles n'ont pas besoin d'hommes, de cavaliers. Elles dansent seules, elles s'amusent, on voit les sourires, ce qui n'est... Voilà, c'est pas pareil. Donc lorsqu'un morceau va moins vite, forcément, on n'a pas le même impact au niveau de l'attitude des gens. Donc ça joue beaucoup. Il y a aussi sur les compositions. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plus de morceaux avec des ponts musicaux. C'est-à-dire au moment où le chanteur arrête de chanter, ce sont les instruments qui s'expriment. Et les gens connaissent les notes par cœur. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, les ponts musicaux. On ne va même pas parler de l'importance de la langue. Le créole qui a complètement disparu, c'est devenu... Voilà, c'est... Chanter un créole maintenant, on a l'impression que c'est devenu un effet de mode. Ouais, voilà. Ouais. Parce qu'il y a eu, effectivement, par moment, on voit le public qui réclame son créole. Ça reste quand même le zouk, donc c'est la musique de chez nous. Et on a l'impression qu'il disparaît. Ouais. On ne dit pas que chanter en français, il ne faut pas le faire, parce que quand vous parlez avec certains artistes, ils ont leur compo et ils vous disent, voilà... ce son-là, je sens que je vais le chanter en créole, et d'autres sons, ils se disent non, celui-là, je sens que le français est plus approprié. Mais c'est pareil, ça fait partie des sujets. Ouais, des sujets épineux. Et vous avez donc organisé une soirée rétro-citole à Saint-Martin. Exact. Je crois que c'était la première fois, c'est ça? Exact. Comment ça a été accueilli là-bas? Dans le cadre de la tournée, on a commencé par Saint-Martin, c'était la première fois. C'était... Enfin, au niveau de... Nous étions remplis, le public nous a suivis. Mais l'appréhension n'était même pas sur la quantité de personnes, mais on a eu sur un marché qu'on ne connaît pas. C'est ça. C'était plus ça en fait. Mais il y avait plus de Guadeloupéens qui étaient de passage, ou bien alors il y avait de tout? De tout. Il y avait des Guadeloupéens, il y avait des Martiniquais, il y avait des Saint-Martinois, des Haïtiens il y avait des Haïtiens, il y avait des Hollandais, enfin, il y avait vraiment de tout, mais... Et c'est là qu'on voit l'impact justement du zouk de cette époque. Tous ces gens-là étaient venus pour ça. Ils connaissaient, finalement, c'est des étrangers, mais qui ont quand même entendu des sons rétro-zouk. Exactement.
nous étions choqués justement au début. C'est bizarre parce qu'au début, comme nous avons des appréhensions, on a commencé à envoyer des morceaux à R&B de l'époque, etc. Ils ne dansaient pas. Premier morceau de zouk, la piste, boum. Ah ouais, quand même. Ça nous a choqués. Donc voilà, ça faisait partie des appréhensions. On a vu que la puissance du zouk de cette période, sur cette période, donc voilà, ça confirme encore ce qu'on dit en fait. C'est-à-dire justement, même en voyageant, on se rend compte que les gens arrivent à faire une distinction, quelle que soit leur génération, sur cette période musicale. Et du coup, à quand les prochaines sessions rétrocitol à Saint-Martin, en Guadeloupe? On y pense, on verra en fonction de... Parce qu'on a un problème aussi de calendrier, parce que ce qui se passe, c'est que nous sommes tous les deux DJ, il faut gérer déjà notre calendrier de DJ, en même temps, voilà, faut combiner tout ça, mais en tout cas, les gens... Voilà, on a été bien reçus et ils étaient satisfaits. Donc, alors le concept, parce que des fois vous n'êtes pas toujours avec DJ Flag. Exact. Le concept regroupe combien de DJ? Toujours deux DJ à l'affiche, c'est-à-dire toujours un DJ qui m'accompagne. Donc après voilà, je fais des choix, voilà, au fil du temps. Voilà, il y a une affinité avec certains DJ musicaux, je parle, on va dire, qui se bonifie en fait avec le temps. Donc voilà. Donc on peut organiser peut-être des sessions de rétrocitol en Guadeloupe, et même si vous êtes en France hexagonale. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Le but justement à long terme, parce qu'on commence à... Le fait de voyager nous permet d'avoir un peu plus d'idées, c'est d'amener justement le zouk de cette période dans les pays qui ont accueilli le zouk grâce à Kassav. Donc le but demain, c'est d'aller au Canada, c'est d'aller à New York, à Miami, c'est d'aller en Angola. D'accord, c'est les objectifs pour les prochaines années là. Oui. Vous avez déjà objectifs, on va dire plus des rêves, parce que des fois on n'arrive pas à les atteindre, les objectifs. C'est plus des rêves. Il y a déjà des propositions, ne serait-ce que pour le Canada. Oui, il y a des gens. En fait, justement, la force d'Internet, c'est que justement cette soirée existe grâce à Internet, en fait. Oui. C'est justement Internet, comme c'est quelque chose de mondial. Donc on reçoit pas mal de messages, voilà, un peu partout. On va aussi toucher la Guyane bientôt. Donc cette année, c'est prévu qu'on touche la Guyane. Donc que les Guyanais qui nous regardent, voilà. Qu'il n'y ait pas de quiproquo. On a envie de venir en Guyane. D'accord, super. Et donc une dernière question un peu liée à l'actualité. On observe une recrudescence quand même de la violence en Guadeloupe, et fait pas seulement, un peu partout. Quelles sont les conséquences du coup sur votre métier de DJ, qui est quand même un métier plutôt de nuit? Ah là là, les conséquences, on va dire qu'aujourd'hui, qu'elles sont carrément mondiales, parce que nous sommes basés à Paris, on en parlait hier justement, on a subi directement les attentats de Paris en 2015 et 2016, et ça influence directement notre corps de métier. Les gens ne sortaient plus. Ils ne sortaient plus. Les gens, ils ont eu peur pendant un mois et demi, c'était compliqué. Mais quand même. C'est compliqué. Donc la violence aussi, en Guadeloupe aussi, joue aussi sur notre métier, parce que nous, on vend du divertissement. Notre boulot, c'est ça, c'est de vendre du divertissement, de l'évasion, en fait. C'est ce qu'on essaie de vendre, en fait. C'est-à-dire pendant 7-8 heures de temps, vous avez passé une dure journée de boulot à Canal 10 et vous dites, voilà, je viens à rétrocitol. Le but, c'est de vous faire oublier pendant 7-8 heures de temps, voilà, votre semaine épuisante, voilà. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir mieux accompagner les professionnels des métiers de nuit, justement? Je pense qu'il faudrait déjà que certaines personnes pensent que c'est un vrai métier, déjà. Parce qu'il y a une préparation en amont, ça se fait pas comme ça. Et aussi mettre en place aussi comment dire, il faut mettre aussi des éléments concernant la sécurité des gens. Parce que les gens, je pense aussi qu'ils ont envie de s'amuser, mais en sécurité. Donc le but aussi, c'est de dire, voilà, vous pouvez sortir de chez vous, vous allez danser en sécurité, et vous rentrez aussi chez vous, tranquillement, après avoir passé un agréable moment. Donc il faudrait que la sécurité soit déjà un vecteur vraiment important dans ce qu'on fait. D'accord. Dans la continuité de ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas non plus ne pas fonctionner sans les autorités, c'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, est-ce qu'il y a des prochaines dates à annoncer, non?
Pas encore. On va se reposer après la tournée. On ferait la Guadeloupe, on va faire la Martinique samedi. Donc on va se reposer et recharger les batteries. C'est surtout ça. Et si on veut vous suivre, suivre les différents événements, suivre votre actualité, comment on fait? On peut aller sur Facebook. Sur Facebook, sur Twitter, vous tapez Rétrocitol et vous avez notre actualité. Quotidiennement. On partage aussi la musique avec les gens. C'est sur la page. C'est le but en fait. Le but, c'est vraiment partager de la musique. Vous fonctionnez beaucoup aussi avec les systèmes de vidéos maintenant sur les réseaux sociaux? Exactement. C'est-à-dire qu'à chaque soirée, justement, c'est important votre remarque, parce qu'après chaque soirée, en fait, il y a un reportage qui est fait de 4-5 minutes de reportage. Et là, justement, on a un caméraman qui nous suit sur la tournée, qui était là avec nous à Saint-Martin, qui va nous suivre en Guadeloupe, en Martinique, pour justement après faire un reportage pour la tournée, pour que les gens puissent voir vraiment comment les gens, justement, lorsqu'on sort de Paris, reçoivent cette musique. C'est ça, et puis mieux exporter aussi le concept à l'étranger. Que ce soit quelque chose de concret. C'est surtout ça. Super, très bien. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau, de nous avoir mieux présenté Rétrocitol. Et puis j'espère à bientôt, en tout cas dans nos îles. La prochaine fois, j'espère que je pourrai assister. Vous êtes invité mercredi. Ah oui, mercredi. À demain. Déjà, voilà. Ok, je vous dis un grand merci. Puis, comme vous l'avez entendu, si vous voulez suivre du coup les vidéos, suivre l'actualité de Rétrocitol, vous pouvez les retrouver sur leur Facebook. C'est Rétrocitol sur Facebook. Je voulais juste faire, si je peux me permettre. Oui, allez-y. Canal 10 nous suit depuis la première fois que nous avons posé les pieds sur le sol lorsqu'on a décidé de faire Rétrocitol en Guadeloupe. Donc je voudrais remercier Canal 10 et la direction. Je ne vais pas nommer tout le monde, mais ils vont se reconnaître. Merci, et ils nous suivent encore. Ils continuent à nous suivre. Et on dit merci à Canal 10 qui est une chaîne, on ne se rend pas compte, peut-être vous êtes en Guadeloupe, mais elle est diffusée partout. Qui est suivi. Voilà. Exactement. Très bien. Merci à vous et c'est avec plaisir. Merci. Très bien. Nous, on se retrouve juste après la pub pour continuer le développement des actualités et recevoir nos prochains invités. Il est 12h56, on va juste reprendre les repères de l'actualité avant le développement de ce journal. Mobilisation du côté de la banque LCL. Selon l'intersyndicale CGTG-CFTC, la direction ignore les syndicats qui ont obtenu la majorité aux dernières élections du comité d'établissement. Ils se sont donc mobilisés aujourd'hui à Grand-Camp. La foire de Paris se poursuit jusqu'à dimanche, porte de Versailles. Plus de 500 000 visiteurs sont attendus. Et parmi les 1800 exposants, on compte bien sûr les représentants de la Guadeloupe. Et enfin, une arme thérapeutique supplémentaire en Guadeloupe, l'imagerie interventionnelle, une technique novatrice qui nous a été dévoilée ce matin au CHU de Pointe-à-Pitre. Donc nous verrons tout cela dans le journal. On poursuit avec le développement du premier titre. La direction de la banque LCL refuse de reconnaître l'existence de certains syndicats locaux. L'intersyndicale, donc CGTG-CFTC, a donc décidé de se mobiliser aujourd'hui à Grand-Camp pour revendiquer leurs droits. Plusieurs points apparaissent dans leurs revendications, tels que le maintien des conventions collectives locales, le versement immédiat de la dotation du comité d'établissement ou encore le respect d'égalité dans la commercialisation des produits LCL. Reportage tout de suite de Jeff Taylor. Eh bien, nous sommes mobilisés parce que finalement, il y a un ras-le-bol général. Un ras-le-bol qui est exprimé de l'insatisfaction clientèle et un ras-le-bol exprimé par l'ensemble du personnel qui, depuis la fusion-absorption de mai 2015, subit des pressions et subit pratiquement une machine infernale d'une banque qui est venue pratiquement organiser et faire en fait un développement d'une activité qui est pratiquement qui ne respecte en fait aucune vraiment, et je le répète, ça veut dire aucune finalement spécificité de la condition et de l'activité locale.
À l'issue des dernières élections, nous représentons sur la place 69% de la représentation syndicale majoritaire sur les Antilles-Guyane. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la Guyane, les îles du Nord, la Martinique et jusqu'à Saint-Barth, en fait, sont en grève parce que finalement, il y a effectivement un mouvement de mécontentement général dans la gestion et dans le fonctionnement du LCL. Nous sommes habitués à la réticence de la direction plutôt, et nous comptons pratiquement nous faire entendre. Il y a pratiquement aujourd'hui une connexion et une conjoncture qui fait que finalement que ça ne se limite plus ni à la banque, ni au BTP, ni à pratiquement quelconque secteur d'activité en Guadeloupe. C'est que finalement nous sommes aujourd'hui retournés pratiquement à une espèce de gestion coloniale du peuple guadeloupéen. L'imagerie interventionnelle et journée scientifique donc sur l'imagerie musculo-squelettique interventionnelle. C'est en ce moment jusqu'à demain au CHU de Pointe-à-Pitre. Donc l'imagerie interventionnelle permet dans divers cas d'améliorer la qualité de vie des usagers souffrant entre autres de tassements vertébraux, fractures et autres problèmes du rachis. Aujourd'hui, nous avons pu assister à une de ces techniques novatrices en Guadeloupe. Reportage tout de suite de Jeff Taylor. Normalement, pour traiter une hernie discale ou une sciatique, la première phase obligatoire qui est toujours là, c'est le traitement médical par le médecin de ville ou le médecin spécialiste à base de kiné, d'anti-inflammatoires et de repos. Dans un deuxième temps, si ce traitement ne marche pas, on peut proposer un traitement infiltratif, c'est-à-dire c'est à peu près la même chose, mais on ne va pas dans l'hernie, on va à côté du nerf, on injecte un anti-inflammatoire, c'est l'infiltration, vous connaissez. Et si, dans un deuxième temps, cette infiltration ne marche pas, maintenant il y a cette herniectomie qui peut se placer juste avant l'opération chirurgicale qui était la solution thérapeutique qui était avant proposée. Donc la herniectomie se met en complément du traitement chirurgical. Le traitement chirurgical garde toute sa place puisque la herniectomie ne peut pas tout faire. On va être surtout limité sur les hernies de petite et de moyenne taille et la chirurgie reste tout à fait d'actualité. Donc le but n'est pas de remplacer une technique par une autre, mais de travailler en complémentarité avec les neurochirurgiens pour offrir une offre large et la plus adaptée possible aux patients de la Guadeloupe. Je pense que franchement, ce genre de chirurgie va détrôner la chirurgie conventionnelle parce que c'est pas douloureux. Là, j'ai pas mal. J'ai pas été anesthésiée complètement et je vais pouvoir rentrer rapidement chez moi. Et donc, franchement, c'est révolutionnaire et j'encourage vraiment tous les praticiens à s'y mettre. L'avantage, c'est qu'elle est réalisée déjà sous anesthésie locale, elle est mini-invasive et elle permet de décomprimer une zone nerveuse sans avoir à la disséquer, en étant précis et en temps réel. C'est la première fois qu'il y a eu une herniectomie, en tout cas au CHU de Pointe-à-Pitre et a priori, en tout cas à ma connaissance, dans la Caraïbe. Nous avons fait cette procédure avec la présence du docteur Nicolas Moretti, qui est praticien hospitalier au CHU de Nice, qui lui est spécialisé dans ces procédures interventionnelles mini-invasives guidées par le scanner depuis plus d'une dizaine d'années et qui nous a fait l'honneur de venir parmi nous aujourd'hui. C'est une première qui peut être renouvelée. C'est une première qui a pour but d'être renouvelée et de continuer. C'est une offre de soins qui est actuellement proposée dès maintenant aux patients guadeloupéens. La plupart des grands CHU européens réalisent ce type d'intervention percutanée, qu'elle soit par herniectomie mais aussi par laser ou par injection intradiscale. C'est ce type de procédure qui permet d'être une étape supplémentaire avant des gestes beaucoup plus invasifs. Monsieur Claude m'a bien expliqué la technique et de plus, j'avais déjà eu une infiltration sous scanner et c'est à peu près la même chose en quelque sorte. Comme là, au lieu d'infiltrer un produit anti-inflammatoire, on a infiltré d'abord un anesthésique local. Donc bon, je savais qu'il y aurait un moment douloureux, mais c'est tellement court que c'est pas. Non, j'avais pas d'appréhension.
je suis sur la voie de la guérison. Donc j'espère pouvoir reprendre mon travail beaucoup plus rapidement qu'en chirurgie conventionnelle. Et puis j'aurai pas mon joli dos ne sera pas défiguré. Non, j'aurai pas de cicatrice, donc il n'y a pas de risque d'infection, etc. Donc ça c'est parfait. Il est 13h04, on revient donc dans ce ZCL avec notre deuxième invitée, Lisette Malidor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'invitée d'honneur de la 5e édition de Cap Excellence en théâtre. Qu'est-ce que cette distinction représente pour vous? Déjà, je suis très honorée d'avoir été appelée par Madame Jocelyne Daril pour venir ici à ce festival. J'ai découvert depuis hier soir, malheureusement il a plu. C'était très émouvant de rencontrer tous les gens qui représentent la région de la Guadeloupe, tout ce qu'ils ont dit sur le théâtre, le travail qu'ils font pour développer justement le théâtre en Guadeloupe. Et je trouve que ce festival c'est très important parce que c'est un moyen de permettre à certaines personnes de pouvoir venir interpréter des textes évidemment qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des gens qui font des démarches pour ça. Et Jocelyne Darine fait un travail très très bien et je suis ravie d'être là en tout cas. Justement, à votre avis, en Guadeloupe, quelle importance accordons-nous au théâtre? Eh bien, écoutez, je le découvre puisque je suis venue quelques fois ici jouer déjà. J'ai déjà joué 2 pièces ici. Et puis j'ai représenté aussi un documentaire sur Boune des Rivelles il y a pas longtemps qui était magnifique. Mais je trouve qu'il y a toujours encore il faut avancer, il faut que les auteurs écrivent pour le théâtre, et puis il faut qu'il y ait des comédiens, il faut qu'il y ait des jeunes qui aient ce rêve de faire du théâtre. Parce que moi, je suis arrivée dans ce métier, j'étais pas préparée à cela. Et puis finalement, j'ai découvert que le théâtre apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup de respiration, ça apporte beaucoup de rêves, de défense contre les difficultés de la vie. Et quand on peut faire ce métier, je trouve que c'est formidable. Et donc il faudrait ici en Guadeloupe qu'il y ait des auteurs, des jeunes auteurs. Alors justement, par rapport à votre expérience, donc je sais que vous êtes passé à la revue de Casino de Paris, au Moulin Rouge, Folie Bergère. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre carrière justement au théâtre? Évoluer. Parce que faire du théâtre, c'est une façon d'évoluer dans l'art qu'on décide de faire, d'aborder. Parce que le musical, c'est vrai que j'étais toujours entourée de beaucoup de paillettes, des plumes, beaucoup de danseurs et tout ça. Et ça vous a aidé quand même dans le théâtre? Ça m'a aidé beaucoup. Oui. Ça m'a aidé surtout lorsque j'ai rencontré des metteurs en scène de théâtre, ce qui fait que j'avais une technique du musical que j'ai apportée justement au théâtre. Par exemple, rien que pour changer de costume rapidement en scène dans une pièce de théâtre, au théâtre, on n'a pas forcément cette technique-là. Donc, j'ai appris beaucoup. Le musical m'a apporté beaucoup, mais le musical m'a permis d'avoir le pied au théâtre. Et c'est formidable parce que j'ai rencontré des auteurs, des textes d'auteurs qui forcément qui n'étaient pas très plausible d'être joué par une noire, du classique par exemple, jouer du Racine ou du Shakespeare ou du Claudel. Maintenant, je pense que les noirs peuvent, s'il y a des bons metteurs en scène, on peut... Il y a une ouverture maintenant. Oui, il y a des ouvertures maintenant, voilà. Justement, vous serez en représentation dans la pièce Ourika, oui. Donc ce jeudi 5 mai au Memorial Act. Pouvez-vous nous parler un peu de la pièce? Écoutez, c'est une pièce qui m'émeut toujours beaucoup parce que c'est l'histoire d'une petite fille noire qui a été sauvée de l'esclavage sur un bateau négrier et qui a été ramassée, puisque c'est comme ça c'est écrit, c'est ramassée de bateau négrier et qui a été donnée à une dame très bourgeoise, une Française, qui l'a adoptée et qui lui a donné tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit heureuse. Mais malheureusement, la société ne lui a pas permis de vivre sa connaissance, de vivre sa différence noire et aussi fille dans une époque du 18e. Et donc, Madame de Duras a écrit cette pièce-là au 18e siècle. Et
c'est assez émouvant parce que c'est la première fois qu'on a vu qu'une femme blanche se met dans la peau d'une noire pour raconter justement l'histoire de l'esclavage. Et toute cette histoire se passe juste avant la Révolution. Donc cette petite est confrontée justement à ce racisme, si vous voulez, d'une époque, et parce que ça existe encore toujours malheureusement. Et quand elle découvre à travers une discussion par hasard entre sa mère adoptive et une amie, et c'est là qu'elle découvre vraiment qu'elle n'a plus sa place dans la société. Et donc là, c'est vraiment la déchirure totale. Donc elle raconte toute sa vie, depuis son enfance jusqu'au moment où elle devient adulte, où elle se retire dans un couvent, et elle raconte toute sa souffrance, le rapport avec son frère, puisqu'elle a été élevée avec un petit garçon de son âge, et puis l'amour pour sa mère. Et puis elle parle de toute cette société du 18e, l'arrivée de la Révolution, l'abolition de l'esclavage. Elle parle de tout ça parce que ça se passe à cette époque-là. D'accord, vous ne serez pas seul dans la pièce. Il y a non, alors justement, ce qui est formidable, parce que ici en Guadeloupe, c'est une création. Quand j'ai proposé le texte, j'ai trouvé que ça aurait été intéressant qu'il y ait des femmes qui interviennent, puisque ce sont des voix de femmes. Madame Duras, c'est une femme, la petite Ourika, et puis de faire venir, parce que quand elle raconte son histoire, c'est comme un chant, si vous voulez. Et donc là, il va y avoir des femmes chanteuses classiques et qui vont chanter du Negro spirituel aussi, qui sont de la Guadeloupe. Et donc je suis en train de travailler avec elles, et vont être sur scène avec moi. Donc il va y avoir 4 ou 5 femmes qui vont chanter du classique et du Negro spirituel, et puis qui vont intervenir à travers le texte. Voilà. Donc c'est une création vraiment exceptionnelle pour la Guadeloupe. Pour la Guadeloupe, voilà. D'accord, ça sera la seule représentation, donc ce jeudi 5 j'espère mai. que ça va plaire et que je pourrai revenir pour présenter encore une fois. Voilà. C'est ça. Quelles sont les grandes émotions que vous allez transmettre par rapport à cette pièce? Les grandes émotions, c'est d'être cette petite fille, qui, on ne peut pas rester insensible de son cri, de tout ce qu'elle a vécu, quoi, de tout ce qu'elle a vécu. Alors qu'elle a eu tout le bonheur de sa mère. Sa mère lui a tout donné. Elle a appris le piano. Elle savait parler des langues. Elle était distinguée. On dit de ça, elle était distinguée. Puis tout d'un coup, elle entend une conversation. On lui dit, mais elle a tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Qui voudra l'épouser? Une négresse qui a eu toute cette culture-là. Et donc quand elle découvre ça, c'est la déchirure totale. Et rien ne pouvait plus être aussi épouvantable de sentir exclu dans une société. Les émotions seront-elles plus renforcées, le fait de jouer au Memorial Act? Oui, je pense que ce texte a vraiment sa place au Mémorial, que je viens de découvrir d'ailleurs, je ne connaissais pas et je trouve que c'est sublime, vraiment sublime, oui. Magnifique. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vous voulez rajouter autre chose sur la pièce de jeudi? Eh bien, écoutez, tout ce que je souhaite, c'est que le public soit là pour venir écouter ce texte, que je suis sûre qu'ils ne vont pas rester insensibles, et puis de découvrir des voix de femmes qui vont chanter, de très belles voix de femmes qui vont intervenir. Voilà. C'est une femme que je ne connaissais pas, nous avons parlé au téléphone, elle est très très bien, elle s'appelle Sabine, je connais, elle s'appelle Sabine, et donc elle a fait un travail pour rassembler des voix différentes pour intervenir dans cette lecture. Voilà. Super, donc on rappelle que c'est donc ce jeudi 5 mai à 19h. Donc non, c'est 18h. Ah, c'est 18h. C'est 18h, ils ont changé les horaires. D'accord, donc c'est à partir de 18h, il faut être là pour 18h, oui. Au Memorial Act, et donc l'entrée est libre. Voilà, c'est ça, donc bienvenue. On vous y attend nombreux, et ça à ne pas manquer, parce que c'est vraiment la seule représentation qui promet d'être exceptionnelle. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup, Lisette Malidor, et j'espère à bientôt sur ce plateau. Tout à fait. Nous on continue donc ce journal avec une petite brève. Donc dimanche 1er mai vers 16h en Guadeloupe, un homme a tenté de se suicider en sautant du viaduc départ terminal 1 de l'aéroport Paul Caraïbe. L'homme âgé de 24 ans a immédiatement été pris en charge par les agents qualifiés et par le service médical de l'aéroport. Les raisons motivant cet acte ne sont pas pour le moment formellement établies. L'enquête est en cours.
Et voilà, et plus de 500 000 visiteurs attendus jusqu'à dimanche à la Foire de Paris. L'événement qui a démarré vendredi dernier à la porte de Versailles accueille, comme chaque année, la Guadeloupe avec des représentants du secteur de l'artisanat et du tourisme. Je vous propose de regarder tout de suite le reportage de notre correspondant Maurice Cessé. Cette année, nous avons accompagné 20 artisans à la Foire de Paris de corps de métiers différents. Donc, nous avons la confiserie, la confection, le bâtiment, la confection, la production de punch. On a tous les corps de métiers, les coiffeurs, on a tous les corps de métiers représentés ici à la Foire de Paris. Mais je pense que les artisans sont les premiers à vouloir venir ici à la Foire de Paris pour vendre leurs produits, pour faire connaître leur entreprise et puis pour vendre la Guadeloupe aussi. Donc c'est très important pour nous d'être ici à la Chambre de métier. C'est une très belle vitrine pour l'artisanat de Guadeloupe. C'est un grand débat ça, c'est toute notre difficulté. C'est vrai parce qu'il y en a beaucoup qui veulent partir, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui prennent leurs décisions au dernier moment. Alors qu'il y en a qui, une fois rentrés de la Foire de Paris, qui font leur inscription pour la prochaine édition. Donc pour nous, c'est toujours très difficile d'emmener tout le monde, mais nous essayons quand même de faire une sélection pour que tous les corps de métier soient représentés ici à la Foire de Paris. Nous sommes venus faire la promotion de notre secteur d'activité, à savoir l'écotourisme, qui s'est très très bien implanté en Basse-Terre. Et grâce à ce recueil que nous avons amené, qui est en fait une brochure qui parle des 18 communes de la Guadeloupe, 18 communes de la Basse-Terre, 16 de Basse-Terre, les 2 des Simples. Nous sommes venus faire la promotion de ce secteur d'activité qui a tendance à se développer de plus en plus, le tourisme vert, l'écotourisme. Et ce recueil n'est que une palette de pratiquement toute l'offre touristique que recèle l'île de la Basse-Terre, l'île majeure, l'île intense, tant en termes d'hébergement, qu'en termes de sites touristiques, qu'en termes de randonnée, qu'en termes d'excursion, qu'en termes de plongée et de location de voitures. Voilà. En termes de chiffres, je suis peut-être la personne la moins habilitée à le dire parce que nous avons des organismes tels l'Observatoire du tourisme qui est habilité à donner les chiffres, mais on peut dire que c'est un secteur d'activité qui se développe de plus en plus. Le touriste actuel a changé. Et on peut dire que son cerveau a pris la place de son estomac. Il a faim, mais il a faim de connaissances. Il faut mettre face à lui des personnes qui sont très, très informées, des érudits, qui connaissent l'histoire, qui connaissent la géographie, qui connaissent la botanique, qui connaissent la faune. Ce sont ces personnes-là qu'il faut mettre face aux touristes. Et puis, à Basse-Terre, nous en avons pas mal qui sont là pour pouvoir informer la clientèle sur les richesses, les atouts de la Basse-Terre. Je dirais que nous sommes au 3e jour et que tout se passe bien pour l'instant. Donc on a eu un début normal avec, je dirais, une fréquentation plus ou moins mitigée. Et hier et aujourd'hui, on a pris le rythme de croisière, si on peut employer ce terme. Et pour l'instant, tout va bien. Et un accident s'est produit ce matin à Boivin entre 2 véhicules. L'un des véhicules de type 4x4 a échoué dans une supérette. Les accidentés ont été rapidement pris en charge par les secours. Pour l'heure, nous n'avons pas d'informations officielles sur l'état de santé des victimes. Et comme je vous l'ai annoncé, donc aujourd'hui nous recevons Rosan Rosduel. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président de la commission sport et jeunesse au conseil départemental. Et donc vous venez nous présenter le tournoi international de football U15. Oui, tout à fait. Le conseil départemental organise à partir de ce jeudi un tournoi international pour les U15, les jeunes footballeurs. Et cette année... Alors, bien sûr, en général, cette manifestation se déroulait plutôt au mois de décembre, compte tenu des élections régionales. On a dû le repousser. Mais c'est une manifestation internationale avec des jeunes joueurs, des jeunes talents. Et cette année, nous avons apporté juste quelques modifications. La première chose, c'est que le tournoi va se dérouler sur 3 stades. Le stade de Sainte-Rose, le stade de la Plaine de Grand-Camp et le stade des Abîmes pour la finale. Ensuite, nous aurons 12 équipes invitées, dont une partie de l'Amérique du Sud, à savoir avec Fulmenense et les Boca Juniors, ça veut dire Argentine. Nous avons nos invités que nous avons régulièrement, à savoir la Martinique, la Guyane et Haïti qui viennent de façon régulière. Mais nous avons également invité Tottenham
Et sur la métropole, vous avez Marseille qui a une très très bonne école de formation, ainsi que Rennes et Toulouse. C'est une manifestation destinée à ces jeunes. L'entrée, bien sûr, est gratuite pour l'ensemble des participants, mais c'est aussi une manifestation pour que des jeunes puissent échanger leurs expériences, parce que nous savons bien qu'à 15 ans, c'est déjà la porte, j'allais dire, ouverte à faire partie d'un centre de formation pour demain, certainement représenter la Guadeloupe à un niveau très élevé. Et pour que cette manifestation soit assez ouverte, le conseil départemental a mis en place, avec la Ligue de football, bien entendu, en partenariat intelligent avec la Ligue de football, 3 équipes de Guadeloupe. Alors, il y a les 2 équipes du CREPS, ce sont des jeunes qui sont formés au CREPS, mais aussi nous avons considéré qu'il fallait qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait le maximum de jeunes Guadeloupéens qui participent à cette manifestation. Et nous avons créé une 3e équipe qu'on appelle équipe du département. Pourquoi ? Parce que il y a, et on ne le dit pas assez souvent, il y a beaucoup de talents au niveau de la Guadeloupe, mais aussi au niveau de nos îles en particulier. Et nous avons pensé qu'il fallait certainement regrouper des jeunes talents, des jeunes joueurs de Marie-Galante, les Saintes, autour de cette équipe du département pour présenter la Guadeloupe au plus haut niveau. Et donc, nous espérons que les Guadeloupéens vont se déplacer très nombreux pour, d'une part, faire de cette manifestation un succès populaire, mais aussi pour voir évoluer nos jeunes footballeurs qui peuvent demain, j'allais dire, être dans l'équipe de France et représenter la Guadeloupe au plus haut niveau. Alors, vous m'avez dit qu'il y a 12 équipes. Comment elles ont été sélectionnées ? Mais écoutez, 12 équipes sélectionnées d'une part par tout le travail qui se fait en termes de formation, par des équipes qui ont des écoles de formation de très haut niveau. Par exemple, vous avez Rennes qui a une équipe, qui a un centre de formation de très haut niveau. Et bien sûr, des équipes avec lesquelles nous avons des contacts réguliers au niveau, que ce soit au niveau de la Ligue de football, que ce soit au niveau du conseil départemental. Nous avons également un opérateur sur cette manifestation qui aussi nous permet, j'allais dire, d'aller encore au-delà. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons invité, par exemple, Boca Juniors d'Argentine. Nous avons invité également ce centre de formation Fluminense du Brésil, mais aussi Tottenham, qui sont des équipes de très, très, très haut niveau. Y a-t-il un parrain cette année pour l'édition numéro 5 ? Non, cette année, nous n'avons pas choisi de parrain, puisque nous sommes en pleine réflexion sur ce tournoi. Après cette manifestation, nous allons bien entendu réfléchir pour donner une nouvelle impulsion à ce tournoi international des jeunes. Ce que nous regardons particulièrement, c'est l'échange qui aura lieu entre ces jeunes qui sont de l'extérieur et nos jeunes Guadeloupéens. Il n'est pas question pour nous de séparer ces jeunes-là. Au contraire, il faut qu'ils puissent partager leurs expériences en tant que jeunes footballeurs, voir un peu comment eux, ils s'entraînent chez eux, quel est, par exemple, au niveau de l'alimentation, comment ça fonctionne chez eux, etc. Bref, c'est un véritable moment d'échange, mais aussi de partage de valeurs universelles comme la fraternité, comme la convivialité, et le fait même que ces jeunes-là se rencontrent, c'est déjà pour nous un succès. Vous nous avez parlé tout à l'heure des objectifs de ce tournoi, mais quel est l'enjeu pour le conseil départemental d'organiser ce type d'événement ? Alors, le premier enjeu est bien entendu de donner la possibilité à nos jeunes Guadeloupéens de s'exprimer au niveau d'un tournoi international avec des jeunes de Tottenham, du Brésil, d'Argentine. Donc c'est une opportunité. La deuxième chose, il ne faut pas non plus négliger le fait que durant cette manifestation, vous aurez beaucoup d'observateurs extérieurs qui seront présents et qui pourront aussi, j'allais dire, voir quels sont les talents qui demain peuvent évoluer au niveau national comme au niveau international. Mais le troisième enjeu, il est peut-être plus humain. C'est ce côté, j'allais dire, d'échange qu'on doit donner l'occasion à ces jeunes Guadeloupéens de pouvoir être avec leurs homologues, des jeunes qui ont leur âge, qui sont du Brésil, qui sont de l'Argentine. Et donc, dès jeudi, la population pourra se déplacer au stade de Sainte-Rose, à la plaine de Grand-Camp. Ensuite, le vendredi, au stade de la plaine de Grand-Camp et au stade des Abîmes. Et samedi, au stade des Abîmes pour la finale, pour
vraiment assister à cette fête du football pour les U15. Est-ce que ce type d'événement va permettre aussi à ces jeunes Guadeloupéens de pouvoir partir se produire dans d'autres tournois, peut-être en Argentine, être invités aussi également? Mais précisément, cette année, nous avons mis l'accent sur des équipes qui peuvent éventuellement nous inviter, nous aussi à notre tour. Il ne s'agit pas, bien entendu, pour nous d'inviter régulièrement des équipes qui demain ne pourront jamais nous inviter pour participer à un tournoi. Et donc c'est vraiment une opportunité pour nous à saisir pour ces jeunes afin qu'ils puissent s'exprimer sur le plan sportif, mais aussi sur un autre plan plus humain, plus fraternel, plus convivial. Bref, il faut que ce tournoi-là, il faut qu'il soit la fête, j'allais dire, du football pour ces jeunes talents. Justement, vous parlez beaucoup du côté humain. Donc, comment le sport peut-il favoriser, on va dire, l'insertion sociale? Mais vous savez que c'est le combat de tous les jours. Au niveau du conseil départemental, nous faisons de l'accompagnement au niveau des différents clubs sportifs de la Guadeloupe. Nous accompagnons également des événements sportifs comme celui-là que nous organisons, j'allais dire, en tant que pilote. Mais aussi nous accompagnons d'autres événements sportifs au niveau de la Guadeloupe. Mais vous savez que nous considérons que le sport ce n'est pas simplement une activité sportive, c'est aussi un moyen d'intégration, c'est aussi un moyen d'insertion. Et lorsque, par exemple, nous donnons la possibilité, nous créons cette opportunité pour que nos jeunes talents puissent s'exprimer devant des observateurs qui seront là pour, j'allais dire, regarder quels sont ces futurs footballeurs au niveau international, c'est aussi une possibilité donnée à ces jeunes, eh bien, demain, certainement, d'aller nous représenter et de créer des conditions, j'allais dire, idéales pour s'intégrer dans la société, pour s'intégrer au niveau du football. Et donc, le sport, pour nous, c'est aussi un vecteur de cohésion sociale. Ce n'est pas simplement, j'allais dire, se limiter à courir sur un stade ou à faire, j'allais dire, du sport pour du sport, mais du sport qui peut demain nous permettre de réussir sur le plan de l'intégration sociale. D'accord. Alors du coup, comment va se dérouler cette 5e édition? Alors cette 5e édition va se dérouler de la façon suivante. Tout d'abord, il y a déjà les pôles qui ont été réalisés. Nous aurons dès ce jeudi, toute la journée, les jeunes seront sur le stade de la plaine de Grand Camp. En même temps, il y aura une partie qui seront, une partie des joueurs qui seront sur le stade de Sainte-Rose. Le vendredi matin, également toute la journée, au stade des Abîmes et la matinée au stade de la plaine de Grand Camp. Et ensuite, la finale qui se déroulera toute la journée sur le stade des Abîmes. Et donc, j'invite vraiment la population à venir soutenir, à venir accompagner ces jeunes qui demain devront nous représenter au plus haut niveau. Après la finale, il y aura une rencontre avec tous ces jeunes. Mais ces jeunes, des jeunes ensemble, seront dans les mêmes lieux, vont pouvoir échanger. C'est ça aussi pour nous un enjeu important. Il ne s'agit pas de séparer ces jeunes. Au contraire, il faut créer des conditions de fraternité et d'amitié entre ces jeunes. Et donc, il y aura des rencontres plus conviviales entre les jeunes qui pourront, je vais dire, on a prévu que ces jeunes-là se rencontrent de façon plus conviviale pour davantage échanger sur ce qu'ils font chez eux. D'accord, très bien. Je vous remercie. On va juste rappeler donc les dates. Donc c'est de jeudi à samedi. Et si on veut avoir le détail des horaires. Mais si vous voulez avoir les détails, il suffit d'aller sur la page Facebook du conseil départemental ou tout simplement sur le site du conseil départemental. Mais aussi il y a des spots qui passent au niveau des différentes chaînes de télévision ainsi que des radios. D'accord, très bien. Et la finale se fera donc au stade des Abîmes. La finale se fera au stade des Abîmes. C'est toute la journée, samedi 7 mai. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Roseduel. Et bien du coup, on va suivre les événements. J'espère qu'on sera présent pour pouvoir en parler la semaine prochaine des résultats. Et moi, je vous dis qu'on se retrouve juste après la pub.
Il est 13h32, nous allons terminer ce ZCL avec deux brèves. Donc le ministre du Tourisme de la Jamaïque, Edmund Bartlett, et son homologue du tourisme à Cuba signeront un accord vendredi afin de faciliter la commercialisation de multidestinations entre les pays. Ce même accord devrait être signé entre la Jamaïque et d'autres îles de la Caraïbe telles que la République dominicaine. Selon Edmund Bartlett, la voie à suivre pour la croissance du tourisme caribéen est basée sur la convergence insulaire et non sur la compétitivité de l'île. Et enfin, pour la première fois, un Boeing 747-400 Corsair opérera un vol de présentation les samedis 14 et dimanche 15 mai pour la 44e édition du célèbre meeting aérien de la Ferté-à-L'aise, d'une envergure de 64,90 mètres et d'une longueur de 70,70 mètres, avec un poids maximal au décollage de 397 tonnes. Le Boeing 747-400 dispose d'une autonomie de près de 14 heures de vol, un plaisir pour les passionnés de l'aviation. 50 000 visiteurs sont attendus cette année. Voilà, il est 13h34, c'est donc la fin de ce ZCL. Je vous retrouve donc demain, même heure à 12h30, 12h30. Si vous avez raté cette édition, vous pouvez la retrouver sur le www.zcl.tv. Voilà, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui ne mangent pas encore. Sinon, à demain.